Là, on est loin de la Bretagne. Donc là, on est toujours au sud de la Loire. Ça devrait être des Vendéens, mais bon, ils sont appelés Chouans. Voilà. Donc, on va dire que tu avais tort et à la fois raison. D'accord. Tu avais tort, si on parle purement de la période 1793 jusqu'à 1796, oui, tu as tort. C'était les Vendéens au sud, les Chouans au nord. Après, les dénominations, tout est mélangé, ce sont des Chouans. Hein. D'accord. Oui, parce que certainement, après, on a fait un espèce d'amalgame. On a dit c'est les Chouans, de toute façon, tout ce qui vient de l'Est. On a fait un amalgame, Ouais. c'est voilà, dans l'ouest, c'était les Chouans, et puis voilà. Bon, par contre, moi, je tiens quand même à. Je tiens quand même à faire la différenciation des deux. Pour celui qui débute dans le domaine, il faut bien faire la différence. Bien sûr. Et puis dans la chouannerie, il y avait la chouannerie bretonne qui militait bien sûr pour conserver l'ancien régime, mais aussi parce qu'il y avait intérêt, parce que sous l'ancien régime, la Bretagne avait son autonomie. Tout à fait. Alors ça, c'est très important. On l'a également évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, les provinces françaises avaient une forme quand même d'indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Elles n'étaient pas aussi, on va dire, soumises que ce qu'amène la Révolution. Disons que, pour résumer, on fout la paix aux provinces On fout la paix. françaises. Voilà. Il y a même des parlements provinciaux. Bien sûr, oui, le Parlement de Bretagne, et comme notamment au Pays Basque, tout à l'heure on en parlait hors antenne, les Basques qu'on a déportés, etc., qu'on a enfermés, qu'on a laissé crever de faim. Parce que les Basques refusaient aussi la Révolution. Parce que les Basques n'étaient pas spécialement pro-révolutionnaires non plus, et puis parce que ils estimaient que sous le roi on leur fichait la paix et puis ils étaient tranquilles, et puis là sous la République il faut, comme je te le disais tout à l'heure, c'est l'archétype, c'est comme dans tous les gouvernements terroristes, on essaye de régénérer le pays. Voilà. Donc il faut un homme nouveau. Donc le Basque, comme le Vendéen ou comme d'autres, ne correspondent pas à l'archétype du bon républicain parisien qui est l'homme modèle. Donc forcément, et en plus les Basques, ils ont une langue différente, ils ont des coutumes différentes, donc ces gens-là, il n'en faut pas. Ou ils se soumettent et ils deviennent des républicains, des hommes nouveaux, ou alors ils crèvent. Voilà. Ouais. Et donc il y a eu des colonnes infernales aussi au Pays Il n'y a Basque, pas eu non de colonne infernale, disons que ça a été sans arrêt. À la base, c'était un harcèlement, des vexations sans limite. On fait comprendre aux gens, vous êtes des sous-hommes. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, la liste est longue. Patrick, on ne pourrait pas y passer toute l'émission, mais des pays qui se sont insurgés contre la République. Il y a eu le Sancerrois, bon, un peu tardivement, certes, mais il y a la vallée du Rhône, qui correspond actuellement aux actuels départements de Lozère et d'Ardèche. Le petit village de Saran dans le Gers, qui est un petit village les plus beaux de France, où tout le monde aime bien aller se promener l'été, etc. Le village de Saran était ultra royaliste, figure-toi. Et c'était un îlot tout perdu dans sa région, tout seul, royaliste. Il cachait des prêtres réfractaires partout, etc. Bon, évidemment, au bout d'un moment, ils ont été obligés d'abandonner la partie. Mais même l'historien Jean-Clément Martin lui-même, qui est, on va dire, très pro-révolutionnaire dans son ouvrage, reconnaît lui-même que la Révolution, la moitié de la France était contre. Ça, c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure. C'est un grand mythe qui est en train de s'effondrer finalement sur cette révolution. Ah, c'est un mythe, oui, parce que très tôt, les révolutionnaires ont compris qu'il fallait monopoliser l'information. Il fallait monopoliser l'information, sinon il y avait un risque d'effondrement. D'ailleurs, il y a eu un effondrement. Il y a eu un effondrement en 1800 avec l'avènement de Napoléon. Ensuite, c'est la Restauration, Louis XVIII, et puis Charles X. Ensuite, nouvelle révolution, usurpation des Orléans. Nouvelle révolution, Deuxième République. Deuxième République qui se casse encore la figure avec le Deuxième Empire, etc., etc., avant une stabilisation qui ne se fera pas avant le début du XXe siècle. Mais, tu vois, je vais te citer un exemple. Les amateurs de guerre de Vendée connaissent le sujet. Lorsque Bonchamp, le général, un des généraux vendéens, au moment du passage de la Loire, quand les Vendéens vont essayer de rejoindre les Chouans, eh bien, il gracie 5000 prisonniers républicains qui étaient emprisonnés dans l'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil. Et il gracie ces 5000 prisonniers républicains que les Vendéens, eux, n'auraient pas hésité à tuer. Il dit, je leur pardonne, libérez-les. Et puis il avait bien compris aussi qu'il n'allait pas s'encombrer de 5000 bouches à nourrir en plus. Mais c'est un acte profondément chrétien qu'il fait.
parce que Bonchamp est profondément chrétien. Il dit, voilà, on ne peut pas amener ces hommes avec nous, on ne pourra pas les nourrir. Et puis, de toute façon, voilà, moi, ma foi chrétienne me dit, on ne va pas les massacrer, on les libère. Eh bien, dans les courriers officiels, les républicains n'osent pas à écrire, n'hésitent pas à écrire, à dire, oh là là, il ne faut pas que ça se sache. Il faut absolument qu'à Paris, la Convention, qu'on lui dise que ce sont nous qui avons libéré les prisonniers vendéens. Vous vous rendez compte, les prisonniers, ils nous disent qu'ils ont toujours été bien traités. Il ne faut pas que ça se sache. On va dire que c'est nous qui les avons libérés. Et la propagande commence comme ça. Et Merlin de Thionville avait dit, les Vendéens ne font pas de journaux. Ça s'oubliera. Voilà. Et pendant des années, on va dire que on ne va jamais parler du pardon de Bonchamp. Sauf qu'il y a quand même quelques... Il y a... Bon, les mémorialistes de la guerre de Vendée vont en parler. Et puis, il y a le célèbre David d'Angers qui a fait la sculpture du tombeau actuel de Bonchamp, en remerciement parce que son père, justement, était dans les soldats républicains et avait été libéré par Bonchamp. Alors là, effectivement, après, le mythe s'effrite un petit peu. Et aussi, alors, justement, puisqu'on est dans la région, il y a l'histoire de La Roche-sur-Yon, alors qui est actuellement la préfecture de Vendée. Et tu m'expliquais que ça date de Napoléon, parce que en fait, c'est un village qui a été rasé. Alors, La Roche-sur-Yon était sur le territoire du passage des colonnes infernales. C'était un petit village qui faisait moins de 1000 habitants. Voilà, ça faisait moins de 1000 habitants. Et puis, La Roche-sur-Yon, c'était rien. C'était, pardonnez-moi l'expression, c'était le trou du cul du monde. Et lorsque Napoléon Bonaparte, qui lui a compris qu'il fallait arrêter toutes ces bêtises contre la Vendée, il a dit voilà, on va exempter la Vendée de 10 ans de fiscalité, etc. Et puis, Napoléon était quand même un personnage très orgueilleux, il a dit cette préfecture de Fontenay-le-Comte, complètement décentrée par rapport au département, ça faisait exactement le même cas de figure que Niort par rapport aux Deux-Sèvres, qui est d'ailleurs toujours actuellement décentré. Les gens du nord des Deux-Sèvres ne mettent jamais les pieds à Niort. On n'a rien à y faire. Si vous voulez, c'est trop loin et il n'y a même pas de route pour y aller quasiment. Donc Napoléon il a dit voilà, symboliquement, comme dans le département de la Vendée, de toute façon, il n'y a quasiment plus de maisons, plus d'habitants. Moi, je vais y faire une préfecture digne de ce nom qui sera en plein milieu du département et je vais prendre ce village où il n'y a plus rien. Et là, on va faire une ville. Voilà, complètement. On reprend tout dès le départ et on refait une ville qui sera la Roche-sur-Yon, qui est l'actuelle qui est toujours la préfecture de Vendée actuelle. Donc voilà, un petit historique en plus même l'histoire de la préfecture a son petit historique. Quoi. Et aussi, alors, on a parlé de cet attachement à la monarchie parce qu'en fait, les Vendéens, on nous les a présentés comme à la fois très catholiques et très monarchiste. Est-ce que c'est vrai dans le fond? Est-ce que c'est ça qui a été la motivation de cette révolte? La motivation monarchiste, je ne suis pas certain que dès le début des guerres de Vendée, c'était une motivation purement monarchiste. Disons que c'était une motivation surtout contre le nouveau système. Et les Vendéens se sont dit, voilà, les réformes, c'était très bien, mais là, ça a été trop loin. Ça a vraiment été trop loin. Et puis les Vendéens n'avaient pas de raison d'en vouloir au roi en particulier. Il n'y a pas de raison d'en vouloir au roi particulièrement. Il y avait des choses à réformer dans l'administration, il y avait des injustices à pallier, etc. Mais ils se sont révoltés contre des choses qui étaient en fait des injustices bien pires que celles qu'ils connaissaient avant. Donc voilà, on s'est dit, mais voilà, mais l'ancien système était nettement mieux. On s'est moqué de nous. On s'est moqué de nous avec ces réformes, on s'est moqué de nous avec ces systèmes et on se moque de nous avec cette révolution. Et par la suite, l'attachement royaliste de la Vendée, je crois qu'il s'est fait autour de toutes les horreurs aussi de la guerre. Et puis, aujourd'hui, dire que la Vendée est royaliste, non, elle n'est pas royaliste. Mais une chose est sûre, c'est qu'au fond d'elle-même, je ne suis pas du tout convaincu qu'elle soit républicaine. Elle a été surtout bien démolie dans son image.
Parce qu'aujourd'hui, la Vendée, on parle de la Vendée, on voit surtout le département, on ne voit pas forcément l'histoire de l'insurrection. Oh ben la Vendée, c'est sympa, il y a le Puy du Fou, il y a les Sables d'Olonne, il y a Noirmoutier, il y a plein de trucs à visiter, c'est sympa, c'est la plage, bon, voilà. Mais pendant des décennies, ça a été quand même, les Vendéens, ça a été quand même des gens, voilà, on les présentait dans les bouquins d'histoire comme des traîtres à la nation. Tout à fait. Au mieux, au pire, c'était ça, ou au mieux, on n'en parlait pas du tout. On parlait pas du tout de guerre de Vendée. Hein. Emmanuel Scolaire faisait l'impasse totale. Et puis, voilà, la Révolution, c'était le grand mythe, c'était une chose formidable, la Révolution. Personne ne peut contester les bienfaits de la Révolution, n'est-ce pas hein. Et les Vendéens, bon, ceux qui sont insurgés, les Vendéens, les Bretons, des pecnos, d'infâmes pecnos ignorants, menés par des curés complètement fous furieux, enfin bon, voilà, mais à bien y réfléchir. Est-ce qu'on peut dire que si on avait été à leur place, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui habite une autre région de France, s'il avait vécu en Vendée à cette époque, de quel côté aurait-il pris? Aurait-il été républicain? Aurait-il été dans les royalistes? Est-ce que les gens sont capables de le dire vraiment avec force de quel côté ils auraient été? J'en suis pas convaincu non plus. Et puis, toutes ces horreurs cachées, toutes ces abominations pour un mythe, pour un système républicain qui n'est pas mieux qu'un autre. Certes, une démocratie, mais dans la plupart des autres pays d'Europe, il y a des monarchies, et puis monarchie parlementaire, et voilà. Et ça coûte même moins cher que nos protocoles républicains, d'ailleurs. La République française a la réputation de coûter beaucoup plus cher que la monarchie anglaise et tous ses protocoles avec la reine, d'ailleurs. Ouais, c'est assez étonnant. Oui, ça peut surprendre, mais c'est pourtant vrai. Ouais. Il était évident que... il y a un moment donné, il y a des tournants dans l'histoire, il y a des systèmes qui s'effondrent, il y a des changements qui doivent s'opérer, c'est l'évolution de la société, ça fait partie de l'inévitable. Par contre, massacrer des centaines de milliers de personnes pour un homme nouveau, ça c'est pas une évolution, ça c'est une régression. Et on sait ce que ça donnera, avec le communisme, avec le nazisme, qui tous les deux s'inspirent, entre autres, de la Révolution française. Oui, alors tu m'as raconté une anecdote à ce propos. Est-ce qu'on peut l'expliquer par rapport à Staline qui... Alors, on a deux grands personnages, si on peut dire. Un certain petit moustachu autrichien, un peintre raté, on va dire. Moi, je sais pas, je m'y connais rien en peinture. Je pourrais pas te dire si vraiment il faisait de la qualité ou pas, j'en sais rien. Ce petit Autrichien moustachu s'était inspiré de la police politique de Robespierre pour créer sa propre police à croix gammée dont tout le monde a entendu parler. Et puis un autre, avec une moustache un peu plus fournie, un certain Staline, qui lorsqu'il y a eu des révoltes contre-communistes en Ukraine notamment, avait nommé ces révoltes de paysans des Vendées, avec le mot précis Vendée. Donc Staline savait très bien de quoi il parlait. Donc il savait parfaitement, effectivement, il était au courant de ces faits-là. Donc voilà, c'est tout... moi, je ne suis pas certain, et encore, on apprenait encore récemment avec les Khmers rouges, donc, oui, les Khmers rouges, qui s'inspiraient, qui admiraient Robespierre, etc. Je ne mets pas tout sur le dos de Robespierre, il n'était pas tout seul, hein. Il y avait Carnot, il y en avait d'autres. Pour moi, c'est un sinistre personnage, mais pas tout seul. Il était dans un bain de sinistres personnages, il y en avait partout dans la Révolution française des sinistres personnages. Et quand on est pris en exemple par le nazisme ou le communisme, moi, je pense qu'on devrait mettre un petit peu la pédale douce avec les commémorations bruyantes, révolutionnaires, ou comme celle qu'il y a pu y avoir le bicentenaire de 1989, ou même dans certaines écoles vendéennes, on a fait balader des gamins des écoles avec des têtes de baigneurs en plastique accrochées au bout d'une pique dans des écoles vendéennes pour montrer le bicentenaire de la Révolution française. Moi, personnellement, ça me donne envie de dégueuler. Ouais, là, j'avoue, faute de goût quand même. Hein. C'est comme si vous faisiez, je sais pas moi,
défiler des descendants de juifs avec des drapeaux à croix gammée et puis en leur faisant faire des saluts nazis, quoi. Ouais, C'est à peu près du même goût, hein. Alors, c'est très bien que moi je me fais un peu l'avocat du diable de temps en temps, je me transforme, et donc QQF, comme on dit, question qui fâche, est-ce que, on a bien entendu hein, tout ce que tu nous as expliqué, mais est-ce que n'y avait-il pas un mal nécessaire pour arriver à l'unité nationale? Un mal nécessaire, comme je te disais tout à l'heure, l'unité nationale, les progrès sociaux, l'avancée vers une démocratie dont on peut quelquefois douter qu'elle en soit vraiment une, ça s'est fait dans d'autres pays, à bien moindre coût. Donc pourquoi ça n'aurait pas pu se faire en France sans cet aveuglement idéologique? Parce que la Révolution, Clémenceau disait c'est un bloc. On l'accepte ou on la refuse. Et ben, si c'est un bloc, moi personnellement, je la refuse. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses négatives par rapport au positif. Quand on est obligé de massacrer des centaines de milliers de personnes pour imposer une idéologie, ben à un moment donné, il faut se poser la question de si cette idéologie, si elle est légitime, si elle est bonne. Il me semble, parce que l'unité nationale dont tu parles, c'est vrai que bon, sous le système de l'Ancien Régime, il y avait on n'est pas on est très loin de la France d'aujourd'hui avec son système actuel, mais je pense qu'on pouvait y arriver à moindre coût. C'est-à-dire que oui, parce que pour se replonger un peu dans le XVIIIe siècle, il n'y a pas d'unité linguistique en France au XVIIIe siècle. On parle des langues différentes dans les régions. On parle des dialectes différents, mais il y a le français qui réunit tout le monde, il y a le latin aussi, bien entendu. Et puis, dans chaque village, si par exemple, dans un village d'Auvergne, les paysans parlent entre eux le dialecte auvergnat, si c'est en Vendée, on parle le poitevin, il reste quand même le village, c'est une petite structure. Il reste quand même le prêtre, il reste quand même le notable, qui eux maîtrisent parfaitement le français. Et puis, qu'est-ce que ça, dans le contexte de l'époque, ça n'a absolument aucune incidence que on ne parle pas forcément le même dialecte. Mais encore, d'une province différente, les gens, ils arrivent toujours à se comprendre. Il y a des langues, il y a des langues comme le breton, par exemple, ou le basque, qui sont vraiment des dialectes particuliers, mais il y a toujours des mots français qui apparaissent dans les patois, donc on sait très bien si une personne arrive et parle français dans le village, peut-être qu'on ne comprendra pas tous les mots, mais on arrivera à communiquer. C'est pas si terrible que ça. Mais pour en revenir, comme tu disais, l'unité nationale et puis la cohésion, la cohérence des territoires et puis les progrès sociaux, etc. Moi, j'estime que massacrer des milliers, des centaines de milliers de personnes, c'est pas un progrès social, c'est une régression. Parce que d'abord, ça apporte des haines qui vont prospérer pendant des décennies, des méfiances vis-à-vis des gens les uns envers les autres. Et puis, bien sûr, on le disait tout à l'heure, la République a tout fait pour maîtriser l'information. Et puis, aujourd'hui, ça s'effrite parce que il y a eu beaucoup d'historiens qui ont travaillé là-dessus. Puis les archives, elles sont en ligne, elles sont consultables. Il n'y a pas besoin de gros diplômes pour les comprendre et pour les déchiffrer. Mais c'est le coût humain, c'est le coût économique d'une révolution qui nous a plombé économiquement pendant des décennies. Et puis le coût humain, c'est terrible. On n'en se remet pas. Combien de gens, combien de scientifiques, de poètes, d'artistes ont passé à la guillotine par simple soupçon de ne pas être du bon côté, ou simplement même d'être républicains, mais peut-être qu'ils étaient peut-être girondins, ou ils étaient peut-être pas assez comme il fallait. Donc boum, allez hop, pas d'importance, on les massacre, on les guillotine. Quel désastre, quelle connerie, je serais tenté de dire. Alors, il faut qu'on arrête avec le mythe
du beau drapeau tricolore, plein d'honneur et de vertu, et puis de l'hymne national, la main sur le cœur. Bien sûr qu'il faut, il faut aimer notre pays, moi je suis le premier à l'aimer, mais faut arrêter la comédie, quoi. Il y a, rien que cet hymne national, il est ridicule. Ridicule et je suis sûr incompris par, par beaucoup de nations étrangères. Bah justement aussi, voilà, pour continuer un peu sur ce terrain un peu de l'unité nationale, toi, à titre personnel, est-ce que tu penses qu'il faudra revenir à un système monarchique? Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable? Alors, est-ce que moi j'aurais envie d'y revenir? Je pense qu'à un moment donné, c'est pas moi qui dois y penser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens doivent se poser la question avant de dire est-ce qu'on revient à un système monarchique qui serait, bon, selon moi, le mieux, certainement, une monarchie parlementaire, etc. Bon. Mais est-ce qu'on doit y revenir? Je pense qu'avant de se poser la question d'y revenir, il faut se poser la question de est-ce qu'on doit continuer avec ce qu'on a actuellement? Et moi, je ne crois pas. Je ne pense pas parce que aujourd'hui, on est arrivé dans une impasse. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas quoi voter. On a des élites complètement corrompues, pourries, qui font tout et n'importe quoi, qui obéissent surtout à des systèmes financiers et puis à des lobbies, etc. Et ça n'a absolument rien à voir avec une démocratie. Quand on obéit à des banquiers, on n'obéit pas au peuple, donc c'est pas une démocratie, c'est une bancratie, si vous voulez. Donc, je pense que le système actuel, à un moment donné, de toute façon, il va tomber de lui-même. Après, est-ce que ce qui peut venir après ne sera pas pire? Je n'en sais rien. À un moment donné, ça va tomber. Moi, j'en suis à peu près convaincu, ça mettra certainement du temps. Est-ce que ça bougera par un mouvement populaire? J'en sais rien. Est-ce que ça bougera par des massacres comme on a connu en 1793 ou 14? Je ne pense pas, et surtout je ne le souhaite pas, même si je n'ai pas de sympathie particulière pour le système actuel. Moi personnellement, ça m'embêterait beaucoup qu'on massacre des gens pour des questions politiques, parce qu'il y a des gens de toutes les convictions politiques qui sont des gens bien et sérieux, et puis qui sont nécessaires à la vie du pays. Mais voilà, je pense que ça se passera, j'espère que ça sera avec le moins de coûts humains possible. Et après, sur quel système? Est-ce que ça sera une monarchie? Est-ce que c'est souhaitable? Je laisse la place, ce n'est pas à moi de dire ce qui se passera. On a déjà du mal à bien analyser le passé, comment faire pour savoir ce qui se passera dans l'avenir. On peut supputer des choses, on peut les subodorer, mais on ne peut pas dire voilà, ça se passera comme ça, et puis on va faire un retour à la monarchie. Bon, de toute façon, s'il doit y avoir un retour à la monarchie, je pense que ça sera sous une autre forme, et puis ce sera avec... c'est parce que les gens l'auront voulu. Voilà, les forcément, il y aura réclamé. un sentiment du peuple dedans. Voilà, oui. Ça sera, les gens l'auront réclamé, et puis voilà. Après, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas comme je te dis, il y a un moment donné où ça bougera. Après, ça débouchera sur quoi, on n'en sait rien. Et qu'est-ce que tu penses, toi aussi, de cette résurgence, on peut dire, d'une certaine forme de régionalisme, en particulier en Bretagne, en Alsace? On voit des régionalismes ressurgir. Alors, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, mais est-ce que c'est pas un peu... Parce qu'en fait, ces régionalismes-là, aujourd'hui, mettent un peu en danger, justement, cette fameuse cohésion nationale. Ça correspond à un refus de la société actuelle. Voilà, c'est tout. Parce que, bon, le régionalisme, c'est vrai, bon, comme par exemple la Bretagne, je ne parle pas que de la Bretagne, mais bon, voilà, c'est un exemple parce que j'ai ayant pas mal d'amis bretons, c'est pour ça que je parle d'eux, parce que je connais leur discours. C'est vrai que bon, la culture bretonne a été bafouée, etc. On n'a pas le droit de parler breton à une époque, on n'a pas le droit de donner des pronoms bretons aux enfants. Bon, tout ça, effectivement, ça peut créer des rancœurs et tout, mais tu sais, quand on est dans un système qui marche bien, on n'a pas forcément envie de le quitter. Mais quand on est dans un système qui commence à partir dans le fossé, comme c'est le cas actuellement, et puis qui se moque un petit peu du monde, où on ne voit les Français que bons à payer, et puis à leur coller des radars sur les routes ou des portiques écotaxes et tout, c'est tout ce que les Français sont bons à faire désormais, eh bien, voilà, au bout d'un moment, il y a un repli.
qui se passe. Alors, dans certains coins de France, ça va être un repli identitaire communautariste avec des gens issus de l'immigration ou quoi que ce soit. Et puis dans d'autres régions, ça va être un repli identitaire sur un régionalisme lui-même, sur la Bretagne, sur la Corse, sur la Savoie indépendante, sur le Pays Basque, etc. Et puis l'Alsace. Et pourquoi? Eh bien parce que le système, il ne fonctionne pas. Parce que les Bretons, il y a certains de mes amis bretons qui vont peut-être bondir, mais si les Bretons, ils n'avaient pas été contents d'être sous tutelle française depuis la duchesse de Bretagne, il y a un sacré moment qui se seraient insurgés, comme ils ont fait d'ailleurs pendant la guerre des Chouans, qui se seront insurgés et qui se seraient de nouveau insurgés contre le système. S'ils ne se sont pas insurgés, c'est que le système était globalement satisfaisant pour eux. Aujourd'hui, s'il y a des replis, bon, on n'en est pas dans des insurrections, bien entendu, mais s'il y a des replis, c'est des replis communautaires, c'est des replis identitaires, parce que les gens sont à saturation, ils en ont marre d'une politique qui semble ne venir de nulle part, on a même plus l'impression qu'elle vient de Paris, on sent qu'elle vient de Bruxelles ou de Berlin, on ne sait pas très bien où, ou peut-être de Washington. Et puis on décide ce qui est bon pour les gens, et puis voilà, on les taxe, on les plume, et puis voilà, le mec il va bosser pour une poignée de cerises, paf, ça y est, il se prend une prune, 90 €, 2 points en moins. Bon. Au bout d'un moment, tout ça, on voit bien que on n'est plus dans un système de justice, on n'est plus dans un système de logique, de légitimité gouvernementale, on est dans un système qui se cherche, qui est perdu, qui ne sait plus quoi faire, il n'y a plus d'argent dans les caisses, alors on invente une nouvelle taxe, on invente chaque semaine une nouvelle ânerie, une loi débile, enfin bon. Et puis les gens en ont marre, et puis alors ça va se traduire par des votes extrémistes, mais bon, des votes extrémistes qui vont pas forcément déboucher sur quelque chose de concret. Alors c'est un vote, tout d'un coup c'est l'abstention, voilà, bon, après, commenter les événements actuels, moi personnellement, c'est pas mon truc. Moi, je me passionne pour l'histoire. Après, le futur advienne que pourra. Et puis, le présent, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour commenter l'actualité. Mais moi, personnellement, je m'y retrouve pas. Dans le monde actuel, j'ai une sorte de... J'ai plus envie, la télé, je la regarde depuis des années, j'ai plus envie d'ouvrir un poste de radio, je regarde des informations sur le net, c'est des catastrophes, il n'y a rien qui donne espoir en rien, et puis voilà, j'ai même plus envie de m'étendre, de dire ce que je pense, quoi. De toute façon, on a l'impression que quand on dit ce qu'on pense dans ce pays, de toute façon, ça sert à rien, personne ne vous écoute. Donc, Si, il y a des gens qui vont regarder la vidéo. Quand même. Donc toi tu peux justement tiens, tu peux donner l'adresse de ton blog, parce que je sais que tu as un blog, ta compagne aussi, vous fait donc bon, ça, je vais vous le donner purement accessoirement, parce que c'est pas... profitons-en quand même. C'est pas... Parce qu'il y a de l'information dessus, tu m'as dit que tu mettais en ligne des archives, etc. Donc sur les blogs de ma femme et puis le mien, on ne commente pas l'actualité, on se garde bien de dire voilà, on va faire ceci ou on va faire cela. C'est pas du tout notre truc, on ne veut pas, de toute façon, pas question de se faire cataloguer d'une manière ou d'une autre politiquement, c'est pas du tout le but. On est comme tous les Français, on a des opinions, je pense que tout le monde en a, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Par contre, sur nos blogs, il s'agit purement d'informations pour ceux que ça intéresse, notamment sur le blog de ma femme, excusez-moi, qui s'appelle La Maraîchine Normande. On cherche La Maraîchine Normande sur Google, on le trouve très facilement. Elle fait des recherches sur les archives, sur des documents originaux, des vieux écrits de revues du Bas-Poitou, etc. Elle ne commente rien, elle vous sort les archives, elle les restitue avec les sources sur son blog, et voilà, après... Ce sont des faits, ce sont des histoires qui, alors, bien souvent parlent de l'époque révolutionnaire, mais peuvent passer aussi sous la période napoléonienne, ou tout simplement des petites anecdotes de culture régionale concernant
la Bretagne, concernant la Normandie, concernant la Vendée, mais aussi concernant quelquefois d'autres régions de France, quelquefois c'est l'Auvergne, c'est comme ça la prend. Hein. Et puis elle restitue, et puis bon, chacun peut y puiser un petit peu les sources de documentation. C'est surtout un blog qui est là pour donner envie de fouiller les archives. Okay. Et puis quant au mien, il s'appelle Chemin Secret, assez facile à trouver aussi sur le net, c'est cheminsecret-blog.com. Alors là, c'est un blog purement personnel. Au départ, il s'agissait de raconter des balades, des promenades faites à titre privé sur des hauts lieux, des gares de Vendée, mais aussi des lieux méconnus. Et de plus en plus des lieux méconnus, parce que maintenant, j'essaye, avec ma femme d'ailleurs, autant qu'on peut, qu'on a le temps d'aller se balader, on essaye d'aller se balader dans des vieux chemins, près de vieilles croix ou quelque chose. Il y a des anecdotes quelquefois à raconter sur un massacre, sur un prêtre qui était caché, sur même quelquefois des républicains qui ont été tués. Quelquefois, hein, qui sont enterrés là, de tel bord ou de tel autre bord. Parce que j'estime que ces histoires... quelquefois, on a un touriste qui passe quelquefois, là, qui fait de la randonnée, il ne sait pas trop sur quoi il marche. Et puis des gens du cru aussi, quelquefois, qui habitent là, qui n'avaient jamais entendu parler de ça, et puis qui... Ah ben tiens, dis donc, la vieille croix au bout du chemin, là, je ne savais pas pourquoi elle existait. Ben, maintenant, tu sais. Voilà, et ça, c'est... après, ça intéresse ou pas. Bon, on a quelques commentaires. Moi, j'essaye de faire des textes courts, parce que, j'essaye de donner envie aux gens de s'intéresser. Puisque, évidemment, si on fait un texte long avec des renvois, des notes, etc., et puis que ça devient trop technique, les gens, ils se lassent assez rapidement, et puis ils se disent, oh là là, c'est un truc d'un télo, ça ne va pas nous intéresser. Et si on veut faire intéresser les gens à l'histoire, il ne faut surtout pas que ça soit trop rébarbatif. D'accord. Alors, en conclusion, justement, je vais te demander, on est dans une période en France où on va dire qu'il y a une espèce de grand réveil, en tout cas... une espèce de renaissance, et en particulièrement justement sur l'histoire de France, et avec, on le voit, donc un débunkage quand même de certains mythes. Et où est-ce que tu penses qu'il peut aboutir justement je sais pas comment on pourrait appeler, effritement, en tout cas le mythe de la Révolution française est en train un peu de vaciller, je trouve. Et c'est quand même un mythe fondateur pour la France, enfin un mythe très très important. Il y a le mythe, je pense pas qu'il vacille. C'est clair, il a déjà commencé à vaciller depuis un petit moment. Je pense pas qu'il s'effondre totalement, parce qu'il y aura toujours des gens qui admireront ce système, puis il y aura aussi toujours des extrémistes qui vont vous dire que c'était très bien, tout est bien. Voilà, tout était très bien, et puis il y a toujours encore des admirateurs du communisme et même du nazisme, hein, on en trouve encore. Hein, des cinglés, il y en aura toujours, malheureusement. Mais au-delà du mythe, c'est tout un clivage qui s'effondre. Parce qu'on avait jusqu'ici un clivage gauche-droite. Bon, la gauche a perdu, on vote à droite. La droite perd à son tour, on vote à gauche. Alors ça, c'est complètement en train de voler en éclats. Comme je te le disais tout à l'heure en fin de repas, là, où on discutait à titre privé, on se retrouve avec aujourd'hui des paradoxes. Une classe ouvrière qui vote extrême droite, une extrême gauche qui devient antisémite. On est vraiment dans des trucs qui deviennent... Extrême droite sioniste. Oui, enfin extrême droite, je ne sais pas si elle est sioniste, mais enfin qui défend Israël. Moi je me permette pas de choisir un camp ou un autre. Moi, les gens qui se tapent sur la figure, j'aime pas ça, d'une manière générale. Mais tout ça, ça vole en éclats, parce que ça correspond plus aux attentes des gens. Les gens, ils en ont marre. Ça fait des décennies que ça dure. On vote à gauche, on vote à droite, c'est jamais mieux. En fait, les deux font la même politique. Et puis, on promet des choses qui ne se passent pas. Et puis, c'est toujours le même problème. Les Français, qu'est-ce qu'ils voient? Le Français de base, il dit voilà, j'ai voté à gauche, je me fais plumer. J'ai voté à droite, je me fais plumer. Bon, on trouve aussi des gens, des personnalités qui viennent de la gauche, qui tout d'un coup basculent à l'extrême droite. On trouve des gens qui étaient plutôt modérément de droite et puis qui vont pour des questions... Après, il y a des questions personnelles aussi qui vont basculer plus ou moins à gauche. Tout ça, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien. On trouve même des religions ennemies, quelquefois communiquées et
s'assembler. Moi, j'ai vu sur des blogs, un blog musulman il y a quelque temps, des appels carrément, des choses qui m'ont fait un petit peu surpris, des musulmans et des chrétiens qui étaient en train de discuter ensemble pour s'associer contre des juifs ou même... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tout vole en éclats, tout bascule. Il n'y a plus de... Les vieux clivages, les vieux clichés, ils volent en éclats. Après, par contre, comment ça va se structurer? Parce que comment les nouveaux camps vont se... Quand je te parlais tout à l'heure de chrétiens et de musulmans, alors moi, ce qui me sidère, qui s'allient contre le sionisme ou contre le système en place aussi. Hein. Par exemple, lors des événements là, de la manif pour tous, et j'ai vu des musulmans farouchement, même s'ils n'étaient pas très nombreux, qui soutenaient farouchement des catholiques traditionnalistes. Tout à fait, bien sûr. Ah oui. Alors ça, c'est assez surprenant. Et je crois que nos hommes politiques n'étaient pas du tout préparés à voir ce genre de choses se passer, quoi. Parce que là, c'est tout un paradigme qui est en train d'éclater. Ah oui, ça vole de partout. Ça vole de partout. Et puis moi, je connais des gens qui sont issus de l'immigration, qui me parlent aujourd'hui, qui veulent voter Le Pen. Et alors, chose qui, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était complètement... Le gars qui était issu de l'immigration, il aurait parlé de Le Pen, il aurait en saloperie. Enfin bon. Et aujourd'hui, non, ça a complètement bougé. Et là, on ne sait pas très bien comment ça va. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça se restructure. Ou alors la société va partir en communautarisme. Et puis là, tout vole en éclats. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de cohésion sociale. On ne fait plus que le commerce avec les gens de sa propre communauté. Ou voilà, ça n'a plus de sens. En tout cas, la gauche et la droite, c'est fini, c'est mort. Ça, c'est clair. Ça a été inventé par la Révolution. Maintenant, c'est fini. Il y a déjà un petit moment que c'est fini, mais il faut que nos politiques en prennent conscience. Et ça, à mon avis, ils ont du mal à s'y faire. Mais je pense que le peuple français aura le dernier mot. D'accord, c'est le cas. Merci beaucoup Richard et merci d'avoir été présent sur le Métatour, étape en Vendée, voilà, La Roche-sur-Yon. Et voilà, pour tous les métanautes, merci. La Roche-sur-Yon, la Vendée, terre historiquement riche, vous voyez, et on va encore nous accuser d'être venus avec des révisionnistes, parce qu'on a révisé l'histoire de la Vendée quand même. Ah, les révisionnistes. En Mon tout cas, ça nous donne au coin de la rue. Je te remercie beaucoup, Patrick, parce que ça a été un plaisir et notre conversation du début de l'après-midi avant qu'on soit à l'antenne a été formidable. On a affaire à quelqu'un d'intelligent, de pointu, qui est habitué à aborder un petit peu tous les sujets, tous les thèmes, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir pu rencontrer quelqu'un comme toi. Après, bon, je ne sais pas si ma prestation a été très bonne, parce que j'avais rien préparé, c'est de l'improvisation totale, etc. Ouais. Donc j'ai peut-être raconté des bêtises, je n'en sais rien, on verra ça quand on repassera la bande. En tout cas, merci, et merci à ceux qui visionneront la vidéo. Et voilà, bonne fin de journée à tous. Allez, merci, c'était le Métatour en direct de Vendée. Salut à tous, ciao, à vous la régie. Je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai, la jument de Michaud va passer dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulain va passer dans le pré et manger tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain va passer dans le pré et manger tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud elle s'en repartira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud elle s'en repartira.